Front National à l'époque défilait avec les portraits du maréchal Pétain, le négationnisme de Jean-Marie Le Pen existait, ses remarques antisémites existaient, ce n'est plus le cas de sa fille. Bonjour à tous, c'est Benjamin Goldnadel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre le micro à Arnaud Klarsfeld. Alors, il est connu pour être à la fois avocat, pour être conseiller d'État, pour être le fils des célèbres chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld. Et aujourd'hui, c'est principalement sa qualité de protecteur des animaux que je voudrais lui poser quelques questions. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément porté sur l'écologie, on va lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'il pense de l'écologie et des écolos en général. On va chaîner, suivez-moi. Arnaud Klarsfeld, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ouais, de rien. On se connaît un petit peu dans la vie. On se connaît depuis longtemps, ouais. Dans la vie, on se tutoie. Ouais. On va pas prétendre qu'on se voit pour l'interview. Non. Bon, bah, je vais te poser alors la première question. Tu as grandi dans une famille engagée pour la justice et la mémoire. Tu dis régulièrement que tes parents t'ont transmis de nombreuses valeurs. Est-ce que la compassion pour les animaux, c'est quelque chose qu'ils t'ont inculqué ou ça vient plutôt de toi ? C'est pas simplement que la compassion pour les animaux qu'ils m'ont inculqué, c'est l'amour pour les animaux, et les animaux ont toujours été membres de la famille. Je me souviens de Minette qui était l'amour de mon père, une chatte qui était un peu plus âgée que moi, de Pétia qui est un cocker espagnol qui est né en même temps que moi, de Katia, une petite singe que mon père avait ramenée du Brésil quand il était allé en Amérique du Sud chercher Barbie, Balou même, une tortue, enfin on a eu plein d'animaux. J'ai toujours considéré que les animaux avaient une conscience particulière, une personnalité particulière, et que c'était un peu des âmes qui volent dans la maison. Tu parles beaucoup de la cause animale et un peu moins d'écologie, même si dans ton livre Âme et animaux, que tu as publié je crois en 2021, tu fais le lien entre les deux. Je suis sorti avec une océanologue qui s'appelait Lia, qui était bipède, c'était pas un animal, et qui était très brillante, et bon, qui m'a sensibilisé à la cause écologique en me la faisant comprendre. Mais je comprends bien que s'il y a une Terre et que si autour de la Terre il y a une atmosphère, plus on rejette de la matière fossile dans l'atmosphère, plus l'atmosphère a tendance à se réchauffer. Maintenant, quel est le pourcentage du facteur humain dans le réchauffement climatique? Je n'ai pas les compétences pour le dire. Parce que certains expliquent parfois que certaines personnes ne sont pas forcément versées dans l'écologie pour une ou deux raisons, ou les deux à la fois. C'est à la fois parce qu'on n'est pas forcément conscient ou qu'on ne croit pas forcément dans l'urgence climatique, mais aussi parce que les écolos politiques peuvent parfois dégoûter de l'écologie. Est-ce que pour toi c'est une de ces deux raisons, les deux, aucune des deux ? Non, j'ai rien contre les écologistes politiques, sauf qu'ils sont hostiles à Israël, sinon ils ont le droit d'avoir une ligne politique. Parfois je trouve qu'ils ont raison, parfois je trouve qu'ils ont tort, mais j'ai pas les compétences exactes pour déterminer dans les matières scientifiques s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Depuis que je suis petit, je circule ou en roller ou en vélo, aujourd'hui plutôt en vélo. Je pense que le centre des villes doit être dégagé de plus en plus de voitures, tout en trouvant une solution pour les taxis, pour les personnes âgées, etc. Au bout d'un moment, le balancier va dans l'autre sens. S'il y a trop d'écologie punitive, les gens en ont marre et bon, ça reviendra dans l'autre sens. Mais enfin, c'est pas en punissant les Français qu'on va régler l'écologie au niveau mondial, parce que c'est un petit bout de territoire qui émet un peu moins que ça va changer les choses pour la planète. Est-ce que tu reproches pas aux écolos politiques de se désintéresser de la cause animale ? Si, mais je me rappelle depuis très longtemps, lors d'un débat avec, même au début des années 2000 ou en 2000, même avec Dominique Voynet, j'ai dit... Vous parlez tout le temps contre Sarkozy ou contre Israël, mais je vous entends jamais parler de la cause animale. Maintenant, ils en parlent un peu plus, mais ils en parlent
pas assez à mon goût. Tu es toi-même végétarien? Bah, je mange de moins en moins de viande, je mange encore du poulet, mais je mange jamais de canard, de lièvre, enfin tous les petits animaux comme ça. Mais je mange encore du poulet parce que les chats mangent du poulet, donc je me permets de manger du poulet. Mais enfin, bon, c'est normal que les gens mangent de la viande, ils mangent de la viande depuis très longtemps, c'est difficile à changer. Mais il y a de grands esprits qui étaient végétariens, comme Léonard de Vinci ou Pythagore, et qui ont vécu vieux, donc on peut vivre vieux sans manger de viande. Est-ce que ça t'arrive de culpabiliser par rapport à ce que tu manges parfois? Le poulet, non, mais enfin si je pense au poulet, le pauvre petit poulet qu'on caresse et tout ça, oui, je vais culpabiliser. Mais c'est évident que si les abattoirs étaient transparents, les gens mangeraient beaucoup moins de viande. Et est-ce que tu ne crois pas qu'en termes d'ordre de grandeur, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation, et à juste titre, autour de la chasse, de la corrida, que moi également je déteste, mais qu'en termes d'ordre de grandeur, c'est finalement infiniment moins d'animaux, infiniment moins de souffrance envers les animaux que tout ce qui est élevage industriel, et que peut-être que c'est sur ça que devrait être mis l'accent. Bon, surtout en même temps, parce que s'il y a la corrida, ça veut dire que bon, la cause animale n'a pas tellement d'importance. Quand on a abrogé la peine de mort, il y avait 15 000 personnes qui mouraient chaque année sur les routes de France, et tout le monde parlait simplement de la peine de mort qui touchait 1 ou 2 personnes par an. Il y a des vitrines qui sont des vitrines symboliques, et la corrida, la chasse à courre sont des vitrines symboliques. Mais on ne peut pas abolir la chasse à courre ou la corrida ou autre chose sans changer aussi les conditions d'abattage des animaux. Que les abattoirs existent, c'est une chose, mais il faut rendre la mort des animaux la moins cruelle possible. Et là, on pleure quand on lit ou quand on voit, parce que les vidéos passent, L214 montre les vidéos, on pleure, ou même je regarde pas quand on voit la manière dont les animaux sont tués. Que ce soit dans le livre que tu as écrit donc, ou même je suis tombé sur un article de toi de 2015, tu restes optimiste par rapport à la cause animale, et on sent que voilà, tu penses que ça va évoluer assez rapidement vers le bon sens. Tu penses même qu'en Occident, ça va devenir une des causes majeures de révolution peut-être intellectuelle, notre rapport à l'animal. Est-ce que depuis, tu restes encore optimiste? Tu penses vraiment qu'on va dans ce sens-là? Moi, je suis toujours optimiste. Les gens continueront à manger de la viande, mais disons, le bien-être animal prendra une place de plus en plus importante dans le futur, et les hommes politiques seront contraints, et même les religieux aussi, de s'adapter, je crois, en Occident, que ce soit les musulmans ou les juifs, d'essayer de trouver un mode d'abattage qui fait moins souffrir les animaux. Alors, quelles sont tes positions par rapport à l'abattage rituel? Je pense que ça doit évoluer, et que, bon, on peut me dire que dans le mode d'abattage juif, le couteau est très bien aiguisé, mais quand on tue un bœuf ou une vache qui pèse 400 kg, le couteau a beau être aiguisé, la vache met du temps à mourir. Préserver à la fois le rituel, mais l'adapter au temps moderne et aux revendications légitimes de ceux qui aiment les animaux, pour que cette mort soit cachère, mais aussi pour qu'il préserve, disons, la sensibilité de l'animal. Enfin, bien que l'animal, il n'est pas très content de se faire tuer, que ce soit de cette manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'arrivera jamais à trouver un mode compatible. Il me semble avoir lu que pour les musulmans, on pourrait peut-être faire un étourdissement préalable qui respecterait la charia, mais je crois que pour la cache-route, je crois que c'est incompatible. C'est possible, j'ai lu la même chose aussi, mais je sais que ça date depuis quelques millénaires, mais la contrainte fera que il y aura peut-être une adaptation qui sera nécessaire. Comment tu expliques, pour revenir à l'écologie, comment tu expliques que les écolos politiques soient à ce point obsédés par Israël? Ils sont à gauche.
Ils sont à l'extrême gauche et l'écologie est sans doute quelque chose de sincère chez eux, mais ils sont aussi à l'extrême gauche et ils suivent le mouvement. Je n'avais jamais entendu même rendre hommage à Israël, qui est le pays le plus vegan au monde. La protection animale est quand même considérable. Ils viennent de l'extrême gauche ou de la gauche, et la gauche partout dans le monde est hostile à Israël, donc ils sont hostiles à Israël. Aujourd'hui, tu dis la gauche en général est hostile à Israël. Oui, la gauche en général partout dans le monde est hostile à Israël. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre à certains écolos qui estiment que l'écologie n'est pas compatible avec les idées de droite? Il y a par exemple une activiste qui s'appelle Camille Etienne, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui considérait qu'une écologie plus conservatrice serait forcément une écologie raciste qui œuvrerait pour sauver les dauphins dans la Méditerranée, mais y laisser mourir les migrants. Si tu veux, là on retombe un peu dans ce phénomène d'intersectionnalité des luttes, où on reprochait notamment, on expliquait que Brigitte Bardot n'aurait pas de légitimité à parler même de la cause animale, à cause d'idées qu'elle a développées qui déplairaient. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui... Il n'y a pas de règle. Je ne comprends pas trop ce discours. Les animaux prennent leur amour et la défense qui s'attache à eux, quel que soit l'endroit du spectre politique duquel il vient. On a assisté à un revirement du clan Klarsfeld vis-à-vis du Rassemblement national. Toi, tu as déclaré que le RN n'était plus d'extrême droite, que c'est un parti qui faisait campagne sur l'antisémitisme et le négationnisme avec Jean-Marie Le Pen, et que maintenant c'est un parti, là je ne te cite pas, mais plutôt philosémite et qui comprend les défis d'Israël. C'est pas un revirement de la famille Klarsfeld, c'est un revirement du Rassemblement national sous l'impulsion de Marine Le Pen, qui a reconnu le bien fondé du discours de Jacques Chirac au Veldiv, montrant qu'il y avait deux France durant la guerre, une France qui était responsable de la déportation d'un quart des Juifs de France, la France de Vichy, et l'autre France, celle du général de Gaulle et du peuple français, nourri de valeurs républicaines et de charité chrétienne, qui a permis aux trois quarts des Français de vivre. Elle a aussi dit qu'elle était favorable à la loi Guesso qui réprime ceux qui contestent le génocide commis contre les Juifs, ce qui avait été le cas de son père. Le Front National, Front National à l'époque défilait avec les portraits du maréchal Pétain. Le négationnisme de Jean-Marie Le Pen existait, ses remarques antisémites existaient, ce n'est plus le cas de sa fille, donc c'est pas un revirement de la famille Klarsfeld. La famille Klarsfeld, elle a toujours été sur la même ligne, et Marine Le Pen a changé la ligne du Rassemblement national, et c'est une grande victoire contre l'antisémitisme. C'est d'ailleurs une des seules victoires contre l'antisémitisme, c'est qu'un grand parti qui est un parti issu de l'extrême droite, d'une extrême droite dure, soit à présent devenu un parti qui défend les Juifs et comprend les difficultés d'Israël à exister dans un milieu hostile et qui considère qu'Israël a le droit de se défendre. À l'époque, tu étais physiquement engagé, voire physiquement courageux. Hein, tu étais monté sur scène à l'époque un meeting du FN avec un t-shirt anti-Le Pen, et tu t'étais fait casser la gueule par le service d'ordre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore tu serais prêt à prendre des risques physiques s'il le fallait? Oui, sans doute. Je l'avais fait parce que Le Pen venait de dire que c'était en 1987 que les chambres à gaz ou c'était l'Holocauste c'était un détail de la Seconde Guerre mondiale, et que surtout aussi il avait dit que les chambres à gaz, mais il n'en avait pas vu, peut-être qu'elles avaient existé, peut-être pas. Donc c'était vraiment une déclaration de guerre à la communauté juive de France, c'est-à-dire de douter, alors qu'il était à la tête d'un grand parti français, de douter de l'existence des chambres à gaz et en gros du génocide juif. C'était un acte extrêmement hostile. Et c'était une phrase qui était une phrase négationniste. Donc quelques jours plus tard, lors leur meeting au Bourget, je savais que je me ferais casser la gueule. J'étais monté sur la scène avec un t-shirt Le Pen nazi et j'avais dit
Le Pen nazi, et le service d'ordre m'avait attrapé et passé à tabac, et j'étais resté quelques jours à l'hôpital, mais au moins j'avais montré que j'étais engagé pour une cause à laquelle je croyais, et je suis heureux, d'autant plus heureux aujourd'hui que le parti dont le Rassemblement national est issu, que Marine Le Pen ait fait changer ce parti, et à présent approuve la loi Guesso et se fasse la défenseur des Juifs de France. C'est une grande victoire. Hein. Si je serais courageux, j'espère être courageux. Pourtant, je reçois beaucoup de menaces. Bon, et je regarde pas. Beaucoup de menaces ? Bah oui, parce que je m'exprime. J'étais un de ceux qui me suis le plus exprimé sur Israël en France, en faveur d'Israël. J'ai fait l'armée en Israël. Donc, c'est évident que je suis menacé, mais bon, j'y pense pas. Donc, c'est peut-être je suis peut-être un peu simplet, ou alors je suis courageux, c'est un des deux. Je crois que je suis plutôt simplet, mais enfin. Je comprends, ton père, Serge Klarsfeld, à un moment était très remonté contre Zemmour pendant les élections. Est-ce que tu penses qu'il est toujours dans les mêmes dispositions vis-à-vis d'Éric Zemmour ? Zemmour, on s'est attaqué à lui sur le problème de Pétain. Lui, il considère que Pétain a sauvé les Juifs, c'est-à-dire qu'il a mis les Juifs français en seconde ligne. Nous, on dit que la Vichy n'aurait jamais dû donner la police française pour arrêter les Juifs. Sinon, on le connaît depuis 30 ans, il est très aimable quand on le voit, il n'est pas arrogant, il est gentil quand on s'exprime, mais on condamne sa position, qui est la position, et j'en ai discuté avec lui à plusieurs reprises, mais enfin il change, puisqu'il n'en reparle plus maintenant. Hein. Bon, et je crois qu'il comprend qu'il a tort, mais il ne veut pas l'admettre encore, mais il comprend il dit si Vichy avait agi différemment, ça aurait été pire, mais Vichy a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait était condamnable. Donc, il ne peut pas se sortir de cette impasse logique. Je voudrais revenir, si tu le veux bien, sur un épisode où tu avais pas mal défrayé la chronique, puisque à l'époque, il s'opposait à la loi Guesso. Et est-ce que, rétrospectivement, tu penses que le verre d'eau au visage de Robert Ménard, était justifié? Il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Bon, c'est pas quelque chose qui se fait, je le referai sans doute pas aujourd'hui, mais bon, je regrette pas parce qu'il m'avait d'abord il était hostile à la loi Guesso, bon ça mérite pas le verre d'eau, il m'avait insulté, le verre d'eau était là, j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait, mais je ne le regrette pas, mais je ne le referai plus, voilà. Arnaud Klarsfeld, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous.